il est certain que la cohérence cardiaque, c'est peut-être ce qui est le plus difficile à définir entre cohérence cardiaque et éducation ou situation éducative. Et la première partie de mon exposé sera qu'est-ce que la cohérence cardiaque? Ça fait 20 ans que je m'intéresse à ce sujet, 11 ans depuis ma retraite de médecin libéral, où j'enseigne, je suis auteur, j'enseigne la cohérence cardiaque à temps plein depuis 11 ans. Mais pendant 10 ans, j'étais l'associé de David Servan-Schreiber. Nous avons fondé à Paris l'Institut de médecine intégrée pour justement enseigner des pratiques complémentaires, des pratiques à la fois médicales, mais plutôt des pratiques dans le domaine de la psychologie, puisque je suis au départ nutritionniste, mais je suis aussi psychothérapeute en thérapie cognitive et comportementale. Et c'est vrai, nous avons mis en place des formations professionnelles pour, en partie, proposer aux professionnels de la santé tout ce qui est décrit, par exemple, dans le livre Guérir de 2003, que ce soit l'EMDR, la cohérence cardiaque, la psychologie positive ou les autres pratiques qui sont décrites là. Et c'est vrai que je me suis intéressé à la cohérence cardiaque depuis 20 ans maintenant. Alors, ce moment, j'attends depuis longtemps, parce que ce n'est pas la première fois que nous mettons en place des pratiques de cohérence cardiaque dans des écoles. J'ai participé à des expériences depuis 20 ans, il y a 15-16 ans aux États-Unis, et il y a une douzaine d'années en Hollande. Et il y a, à titre individuel, à ma connaissance, des enseignants de tous les niveaux qui, à titre personnel, ont mis en place la cohérence cardiaque. Ce sont souvent des professeurs du yoga ou des personnes qui travaillent déjà avec la respiration, qui ont mis en place des interventions respiratoires, puisque nous parlons de respiration, dans les écoles. Au Québec, nous avons plusieurs écoles maternelles et primaires qui pratiquent depuis 4 ans à peu près. Et pourquoi est-ce que j'attends ce moment depuis 10 ans? Parce que grâce à Michael et grâce aux autres partenaires, nous avons la possibilité, en temps réel, dans des véritables écoles, de tester, de faire une expérience de l'impact d'une pratique respiratoire extrêmement simple que je vais définir dans les écoles, qui partout ailleurs, les retours que nous avons sont favorables, mais nous avons là l'occasion de le mesurer et nous avons mis en place une expérimentation de type étude clinique simple quand même, et pouvoir évaluer l'impact d'une pratique de respiration guidée, puisque c'est comme ça que je l'appelle, ou de respiration synchrone, et je vais le détailler, avec les enfants. Et c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est pour ça que je démarre mon historique de la cohérence cardiaque à l'envers. Donc je démarre d'aujourd'hui. Et c'est vraiment l'année de la cohérence cardiaque chez l'enfant, parce que la même semaine où Michael m'a contacté, j'ai eu 2 autres académies et rectorats qui m'ont contacté dans la même semaine cet été. En plus, c'était les vacances. Alors, est-ce qu'il y a eu un article ou quelque chose? Je ne sais pas ce qui s'est passé. La semaine prochaine, je serai à Poitiers pour le même projet. Et un peu plus tard, pour un projet ailleurs. Donc, pour moi, c'est une véritable synchronicité. C'est le moment. Et c'est pour ça que je suis très heureux de commencer ici, à La Réunion. Alors, je parle en l'envers. La cohérence cardiaque, qui a déjà des notions de savoir ce qu'est la cohérence cardiaque? Juste pour savoir. Comment dire ça? Donc, la première partie de cette présentation, c'est quand même de mettre les bases. Je suis médecin, cartésien, et j'ai besoin d'expliquer pour comprendre. Et j'ai besoin de savoir ce qui se passe dans le corps lorsqu'on respire, comment est-ce que la respiration a un effet sur les émotions, comment la respiration a un effet sur le comportement et sur les interactions avec les personnes. Et donc, dans la première partie de cet exposé, vous voyez les bases de la cohérence cardiaque qui vont vous permettre de comprendre ce qu'est la cohérence cardiaque. Je ne suis pas un grand fan du mot cohérence cardiaque parce qu'il n'explique pas ce que nous allons faire. C'est pour ça que je préfère les termes de respiration guidée ou respiration synchrone. Parce que la cohérence cardiaque, on me demande souvent si je suis cardiologue ou non. Je ne suis pas cardiologue, mais la cohérence cardiaque, ce sont des exercices respiratoires de gestion du stress. Et pour nous qui nous intéressons à la cohérence cardiaque, je forme à peu près 3000 psychologues à ce jour à cette technique. Il y a une année importante aussi, ça a été 2014, la Fédération française de cardiologie, c'est 10 000 membres. Pour leur 50e anniversaire, on recommandait 10 pratiques pour lutter contre les accidents cardiovasculaires par la gestion du stress. En pratique numéro 1, ils ont placé la cohérence cardiaque. Et ça a été renouvelé depuis
3 ans, chaque année, la cohérence cardiaque fait partie des recommandations officielles de la Fédération française de cardiologie. Et c'est à partir de cette date que j'ai véritablement vu un engouement pour cette pratique, vous allez voir, extrêmement simple. Et c'est simple à pratiquer, simple à mettre en place. Et lorsque tout à l'heure, dans le titre, nous parlions de situation éducative, c'est parce que dans une situation, il y a plusieurs partenaires. Il y a les enseignants, il y a les autres professionnels de l'école, et puis il y a les enfants. Et c'est véritablement une pratique qui va s'adresser à tout le monde. Et dans notre expérimentation qui va durer plusieurs semaines, qui a déjà commencé par une phase d'étalonnage, nous allons explorer justement l'impact sur les personnes de cette situation, mais aussi sur la collectivité. Après, je remonte. J'ai eu le plaisir de publier, j'ai publié 7 livres sur la cohérence cardiaque à ce jour. Et en 2012, j'ai publié un livre qui avait été refusé pendant des années, ça devait être mon premier, c'est mon 4e, par les éditeurs en disant la cohérence cardiaque, ça n'intéressera personne. Il a toujours fallu que je fasse une application de la cohérence cardiaque pour l'aide à la prise de décision, pour la perte de poids, pour arrêter de fumer, pour qu'enfin les éditeurs disent oui, il y a peut-être quelque chose à faire avec juste la cohérence cardiaque toute simple. Ça s'appelle 365, c'est toujours un best-seller à ce jour. Et c'est la base de la pratique que je vous détaillerai. Pour moi, David a été un ami pendant longtemps, et c'est la première mention en langue française du terme cohérence cardiaque. C'est Henri Guéret en 2003. Guéret le stress, l'anxiété et la dépression sans médicaments ni psychanalyse. Ça a été un phénomène de librairie, ça a été vraiment un best-seller, c'est 1 million d'exemplaires, et j'étais encore installé à l'époque en tant que médecin, et les patients venaient me voir et disaient je veux faire ça, et parmi tous ces éléments, il y avait la cohérence cardiaque, que je connaissais déjà depuis plusieurs années. Et on avance en recul. Les premiers logiciels de cohérence cardiaque, vous voyez, c'est pas si vieux que ça. Et nous allons voir que la cohérence cardiaque, c'est du biofeedback. C'est-à-dire, nous utilisons du matériel pour observer une constante physiologique. La constante physiologique, la fréquence cardiaque, c'est pour ça que ça s'appelle cohérence cardiaque. On remonte dans le temps. L'Institut Hartmark a été un laboratoire qui a été la première publication consacrée à la cohérence cardiaque. On remonte quand même à des publications du cœur brisé. C'est en train de revenir aujourd'hui, depuis plusieurs semaines, des publications sur ce syndrome connu sous le nom de Takotsubo, qui est véritablement une défaillance myocardique majeure, souvent mortelle, à la suite du surmenage, du burn-out, à la suite d'un choc important où le cœur véritablement se brise anatomiquement. Et vous voyez, c'est dans les années 80, et ça a été décrit au Japon, parce que c'est notamment par rapport à l'épuisement professionnel au Japon, c'est des personnes qui meurent avec un cœur anatomiquement brisé. Le stress. Il est certain que la cohérence cardiaque a été au départ proposée dans la gestion du stress, et je vous expliquerai très rapidement pourquoi. Le stress, c'est pas si vieux que ça. Premier livre consacré au stress, 1956 à Montréal, du professeur Rancielier. Donc 56, c'est pas vieux. Et le stress, nous allons le voir, est véritablement une maladie des temps modernes, une maladie d'aujourd'hui. On remonte encore. 1946, alors pour Rancielier, c'était un livre, là c'était la première publication, en 1946, sur les effets du stress, sur le cœur, en particulier sa fréquence cardiaque. Remontons encore, j'accélère un peu, 30 siècles. La première publication, le canon de l'empereur Jaune, mentionnait la variabilité cardiaque. Et dans ce recueil, au départ c'est de tradition orale, dans ce recueil, les médecins chinois s'étaient rendus compte que le cœur des gens en bonne santé avait un cœur leur fréquence cardiaque était plus irrégulière que les gens en mauvaise santé. Je répète, ce n'est pas une erreur, les gens en bonne santé ont un cœur plus irrégulier que les gens en mauvaise santé. Et ça nous choque en tant qu'occidentaux, parce qu'on a tellement l'habitude de dire « Ah, tout va bien, votre cœur est régulier, c'est un signe de bonne santé ». Je vais vous démontrer, exemple à l'appui, et même tout à l'heure, très rapidement, avec un volontaire, que tout le monde n'a pas, personne n'a un cœur régulier, et que le fait d'avoir un cœur irrégulier est plutôt favorable à la santé. La cohérence cardiaque
est simple à faire, vous allez voir, c'est très simple. La cohérence cardiaque, par contre, n'est pas très facile à expliquer. Déjà, le nom n'est pas simple à expliquer. Et elle n'est pas très facile à définir. C'est pour ça que je vais justement utiliser le fait que ce soit du biophysique. C'est-à-dire nous avons du matériel que nous utilisons pour la démonstration, mais que ni les écoles, ni les enfants, ni les enseignants n'ont besoin d'avoir pour pratiquer. Et donc, je vous montrerai preuve à l'appui. Mais je remonte encore de quelques dizaines de millions d'années. Apparition des vertébrés. Alors, j'ai mis 50 millions. Personne n'était là pour le savoir, c'est à peu près. Apparition des vertébrés. Et avec les vertébrés, le système nerveux autonome, à deux branches. Et là, on remonte à de l'adaptation, on remonte à notre façon que nous avons conservé, nous, aujourd'hui, notre système d'adaptation est préhistorique. Notre système d'adaptation n'est pas très bien adapté au monde d'aujourd'hui. Et ce qui explique que petit à petit, notre manière de nous adapter aux changements environnementaux, aux multiples informations, à la surcharge de messages qui nous arrivent, en fait, notre système nerveux autonome, notre façon de nous adapter, il n'y a pas eu de mise à jour depuis des dizaines de millions d'années. Le stress, l'évolution des stresseurs et l'évolution de notre adaptation est totalement inégale. Notre système nerveux autonome correspondrait plutôt à gauche, c'est-à-dire lorsqu'une menace, quelle qu'elle soit, se présente, je vais réagir de façon musculaire sous la forme de la fuite ou du combat. Et c'est-à-dire que mon système aujourd'hui, alors que les stresseurs n'ont rien à voir, les stresseurs sont des stresseurs financiers, des stresseurs sociaux, des stresseurs moraux, horaires, des stresseurs hiérarchiques, ça ne sert à rien que lorsque je suis stressé, ça ne sert à rien lorsque j'ai un stress financier par exemple, que j'envoie du glucose, de l'oxygène à mes jambes, que mes pupilles se dilatent, que ma digestion s'arrête, que mon sang coagule, que les vaisseaux se resserrent, et tout ça, ça ne sert à rien par rapport aux stresseurs. Et le problème des stresseurs modernes, c'est que notre adaptation au stress, justement, est inadaptée, voire non productive. Parce que, justement, nous réagissons avec un système reptilien, et nous réagissons avec ce système reptilien qui n'avait pas de cortex à l'époque. Donc, c'est un système totalement réflexe plutôt que réflexion. Alors, le stress se manifeste sous trois phases. Ça, c'était la façon de Dr. Celia a mis. Il y a toujours une phase d'alerte, où je mets mon système en alerte, une phase de résistance, puis une phase d'épuisement, c'est-à-dire j'ai épuisé mes capacités adaptatives. Il est évident que nous allons parler de l'environnement scolaire, l'environnement éducatif. Parce que dans cet environnement, dans ces situations-là, il y a deux populations, et vous le savez, ce sont des populations qui sont confrontées à des changements extrêmement rapides de l'environnement, de la façon de traiter l'information, de la façon de l'enseigner, des comportements inadaptés souvent, et c'est vrai que c'est déstabilisant à la fois pour les enseignants, pour les personnels accompagnants et pour les enfants. Et ce qui est extraordinaire avec cette technique que nous allons voir maintenant à la cohérence cardiaque, c'est que ça s'adresse à tous ces intervenants de façon totalement gratuite, de façon extrêmement simple. Une formation complète en cohérence cardiaque pour des médecins et psychologues, c'est une vingtaine d'heures. Parce que vous allez voir que c'est extrêmement simple. Et là, nous sommes en train actuellement, dans 3 écoles ici, de former des enseignants à comment mettre en place quelque chose d'extrêmement simple. Et c'est pour ça que je suis très reconnaissant pour ce qui se passe ici en ce moment à La Réunion. Notre adaptation à l'environnement moderne est purement reptilien. Et ça pose de gros soucis. Hans Selye avait défini le stress comme étant un syndrome général d'adaptation. Syndrome est un ensemble de signes et de symptômes, c'est un ensemble général, c'est-à-dire quel que soit le stresseur, et c'est non spécifique, quel que soit le stresseur, je vais réagir de la même façon. C'est une réaction extrêmement simple, c'est-à-dire si le stresseur est émotionnel, social, financier, physique,
je n'ai qu'une seule réponse à apporter à ce stresseur. Alors, je vais aller très vite, bien sûr, sur la physiologie générale. J'adore parler de ce sujet, mais le temps est compté. Et vous allez voir qu'il est nécessaire de comprendre ce qui se passe pour comprendre comment va fonctionner la respiration dans ce système, que vient faire la respiration dans la gestion du stress. Nous sommes des animaux. Nous sommes des animaux. Notre adaptation aux changements environnementaux, notre adaptation à l'environnement, se fait par le mouvement. Nous sommes animés de mouvement. Et c'est-à-dire, et le mouvement est musculaire. C'est-à-dire là, 100% de notre système d'adaptation va chercher à envoyer du carburant aux muscles. Et le carburant, pour nous, c'est un mélange détonnant de glucose et d'oxygène. Donc je vais avoir besoin d'aller chercher ce glucose et l'oxygène, le glucose dans l'alimentation, l'oxygène dans l'air, pour l'adapter et envoyer aux muscles. C'est exactement comme dans une automobile. Pour nous, ce sont des carbohydrates et de l'oxygène. Dans la voiture, c'est des hydrocarbures et de l'oxygène, mais c'est exactement la même fonction. Qui est responsable de cette adaptation au stress, adaptation à l'environnement? C'est le système nerveux autonome. Nous sommes pourvus de plusieurs systèmes, un système volontaire, musculaire, de déplacement, je décide de faire ceci, je décide de faire cela. Un système nerveux central qui coordonne le tout, et puis un système nerveux autonome qui en fait c'est peut-être 80-90% de nos actions et réactions sont totalement automatiques. Prenons la température. Je suis venu dimanche de Montréal où il neige, il fait moins de 10. Je suis arrivé ici où il ne neige pas, on est presque à Noël, alors pour moi c'est extraordinaire. Et il fait beaucoup plus que plus 10. Donc il y a une amplitude de température, mais mon corps est resté à 37. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'homéostasie de la température, homéostasie état égal. Je suis équipé d'un système automatique qui adapte en permanence la température. On a la même chose pour le taux de sucre dans le sang. Quand ça se dérègle, c'est une pathologie. Mais sinon, que je ne mange pas pendant 2 jours ou que je viens de manger 2 morceaux de gâteau au chocolat, dans les minutes ou les heures qui suivent, mon sucre devient à 1 gramme par litre de sang. Homéostasie de la glycémie. Et nous avons tout un ensemble, et c'est le même ensemble qui s'occupe de la totalité des régulations de l'organisme. Le système nerveux autonome. Alors, très simple, comme tout système de régulation, il est partagé en 2 sous-systèmes. Et c'est avec les vertébrés qu'est arrivée cette répartition sous 2 systèmes. Dans cette pièce, il y a vraisemblablement un thermostat qui est réglé à une température de consigne. Alors au Québec, je parle plus de chauffage, ici je vais plus parler de climatisation. Donc si la température monte, le système détecte cette augmentation de la température, allume la climatisation. Si elle baisse, l'éteint. Donc c'est toujours oui, non, allumer, éteindre, stimuler, inhiber. Et ce système nerveux autonome fait ça. Il y a des capteurs, il y a des messages qui sont perçus par les sens, qui sont analysés, évalués par les émotions, et la réponse est de toute façon toujours la même. Danger, oui, muscle aux jambes, muscle aux mains, pour pouvoir m'enfuir ou me battre. C'est assez simpliste, mais c'est exactement comme cela que ça se passe. Et donc nous avons à gauche ce que les anciens ont appelé le système nerveux sympathique. C'est la fuite ou le combat. C'est de l'énergie vers l'extérieur. Mobilisation musculaire, ou préparation à l'action musculaire. C'est vraiment aller vers l'extérieur, on appelle ça ergotrope, énergie vers l'extérieur. Il est responsable de la préparation à la fuite ou au combat. Tout le monde connaît l'adrénaline, c'est l'une des hormones la plus rapide, celle qui est mise en place immédiatement. Surprise, bouffée d'adrénaline, j'augmente ma fréquence cardiaque, j'augmente ma pression artérielle, j'augmente ma fréquence respiratoire, je paralyse la digestion, tout ça pour que je puisse m'en aller ou me battre si c'était nécessaire. L'adrénaline est une hormone instantanée. Il y a un neurotransmetteur qui s'appelle la noradrénaline qui a les mêmes effets. Tout le monde entend parler d'adrénaline. Et puis il y a le cortisol. Le cortisol, c'est de l'adrénaline longue durée. Je sais que c'est simple, mais un peu simpliste, mais c'est ça. Si c'est juste de courte durée, un pot de fleurs qui tombe, l'adrénaline suffit. Mais si c'est tous les jours au travail des pots de fleurs émotionnels qui me viennent dessus, ben, l'adrénaline serait peut-être dangereuse.
Et donc, c'est du cortisol, adrénaline de longue durée. L'adrénaline, c'est quelques secondes. Le cortisol, c'est 2-3 heures pour s'installer, 4 ou 5 heures pour disparaître. Et avec ça, depuis les dinosaures, les vertébrés se sont pas trop mal arrangés. Et puis heureusement, il y a le contraire. Il y a le système antagoniste qui a exactement les effets inverses, qui s'appelle le système nerveux parasympathique, à côté du sympathique. C'est toutes les récupérations d'énergie. C'est le repos, le repas, la restauration dans les deux sens, la relaxation, la réparation, la reconstitution. Tout ce qui est après une dépense d'énergie, bien, c'est reconstitué. Tout le monde connaît l'adrénaline, très peu de personnes connaissent l'acétylcholine. C'est assez grossièrement l'inverse de l'adrénaline, qui est à la fois neurotransmetteur et hormone, la DHEA, qui est chimiquement l'inverse du cortisol. Et c'est pour ça que chaque fois qu'il y a un effet à gauche, il y a l'antagoniste à droite, et vice-versa. Le stress, c'est une mobilisation de longue durée ou fréquente dans la zone sympathique. Le stress est une perception de menace répétitive, ou en tout cas assez puissante pour entraîner une sécrétion quasi continuelle, en tout cas pendant la journée, de cortisol qui ne correspond absolument pas à notre programmation. Notre programmation, c'était un prédateur, c'était quelqu'un ou quelque chose qui nous courait après. On s'en allait en courant, on éliminait le prédateur, c'était fini, peut-être le prochain jour ou l'autre expérience, peut-être un mois après. Et donc il y avait le temps. Aujourd'hui, étant donné que c'est une réaction non spécifique, chaque fois que mon téléphone cellulaire sonne, qui sait, c'est ma belle-mère, ah non, ouf. Donc, mais ça arrive 10 fois, 15 fois par jour, et mon corps ne fait pas la différence. Chaque fois, il fait de l'adrénaline. Et c'est le grand problème du stress, c'est-à-dire la santé est un équilibre parfait entre les deux systèmes. Un équilibre énergétique, c'est-à-dire d'avoir un système où le sympathique est équilibré par le parasympathique. Et j'aime bien comparer la santé humaine à la santé financière. Vous êtes en santé financière si vos dépenses sont couvertes par vos recettes. Je pense que vous êtes d'accord avec ça. Toute pathologie financière, et en particulier la faillite, c'est qu'il y a trop de dépenses et pas assez de recettes. Et dans le corps humain, dans les pathologies, c'est 80-90% des maladies, c'est trop de sympathique par rapport à pas assez de parasympathique. Bien sûr, il pourrait y avoir une pathologie d'avoir trop de recettes, trop d'argent en banque et pas de les dépenser, mais ce n'est pas la même pathologie. Il y a aussi des pathologies humaines où il y a trop de parasympathique et pas assez de sympathique, mais ce n'est pas la même. Et ça ne suffit pas comme explication. Prenons le cas extrême où quelqu'un dépenserait 500 € par mois et gagnerait 500 € par mois. Il est en santé financière, il n'a pas de dette. Mais ce n'est pas très adaptable, pas très confortable. Il manque quelque chose. Prenons quelqu'un qui gagne 500 € par mois et qui dépense 500 € par mois. C'est déjà plus adaptable en santé financière aussi. 5 000, 50 000, 50 000, c'est plus confortable, plus adaptable. Et donc on a à la fois la notion d'équilibre, mais aussi la notion de puissance égale des deux pôles. 100% des maladies, et je dis bien 100% des maladies, sont toujours causées par ou accompagnées d'un déséquilibre du système nerveux autonome. L'équilibre entre les deux systèmes s'appelle la santé, le bien-être. L'homéostasie générale, c'est la santé. Homéostasie, ça veut dire état égal. Et la santé se manifeste par une égalité que l'on peut mesurer, que l'on peut doser entre le sympathique et le parasympathique. À gauche, la fuite ou le combat. Et c'est notre seule façon, c'est très important, de nous adapter. À droite, les ressources. Ce qui explique pourquoi, lorsque je suis stressé, par exemple, j'ai la bouche sèche,
Lorsque je suis stressé, je suis bloqué dans ce côté-là. Et quand on est là, on n'est pas là. C'est-à-dire, quand je suis là, ma digestion s'arrête. La salive, c'est une enzyme digestive, donc la salive s'arrête. Ce qui fait que je vide une bouteille d'eau avant de parler une conférence. Alors, chacune des branches a 100 ou 200 modifications sur le système, on ne parlera que des principales. Le sympathique, c'est une accélération de la fréquence cardiaque, une accélération de la fréquence respiratoire, une augmentation de la pression artérielle. Pourquoi? Pour fournir davantage de sucre et d'oxygène aux muscles, tout simplement. Adrénaline, cortisol. Le parasympathique antagoniste, inverse, c'est une réduction de la fréquence cardiaque, une réduction de la fréquence respiratoire, réduction de la pression artérielle, baisse du cortisol. Et donc, quand je suis en sympathique, ma digestion est arrêtée. En parasympathique, ma digestion repart. Plutôt que de sécréter du cortisol, je vais sécréter l'hormone inverse, qui chimiquement est très similaire, qui s'appelle la DHA, vous en avez certainement entendu parler, c'est ce qu'on a appelé l'hormone de jouvence. C'est une erreur d'ailleurs de l'appeler l'hormone de jouvence, c'est tout simplement les personnes qui ont découvert la DHA, la dihydroéthylcholestérol, s'étaient rendu compte que les personnes jeunes en avaient plus que les personnes âgées. Ils ont dit, ah, c'est la DHA qui fait la jeunesse. Le problème, c'est que la DHA est la seule hormone âge dépendante. C'est-à-dire nous en perdons tous les ans. Et donc, c'est l'absence de DHA qui fait le vieillissement. Donc c'est un peu à l'envers. Il se trouve que toutes les émotions, 100% des émotions, sont à polarité, soit sympathique, soit parasympathique. Au milieu, il n'y a pas besoin d'émotion. Émotion, émovere, c'est un mouvement du corps. Ça demande un mouvement du corps, d'adaptation. C'est un message neurologique que le cerveau m'envoie. Bouge, il faut faire quelque chose. La plupart des émotions, là je n'ai mis que les 5 émotions essentielles de base Beckman, la plupart des émotions sont, fais attention, arrête, attends, c'est quand même du sympathique. Il y a quelques émotions plutôt de repli, qui sont la tristesse, je me fais tout petit, je me mets à pleurer pour attirer la sympathie de mes semblables. La honte, là je me fais tout petit pour aller, parce que je ne veux pas qu'on me voit, parce que j'ai enfreint des règles sociales en général. Mais la plupart des émotions, c'est du côté sympathique, mobilisation de l'énergie. Au centre, il n'y a pas d'émotion. Le stress, c'est une peur. Il y a toutes les manifestations de la peur, et je dirais même que c'est une double peur. Il y a à la fois la menace perçue, réelle ou juste perçue, et aussi l'évaluation de mes ressources. Est-ce que je suis capable d'affronter? Il y a toujours cette évaluation du contrôle ou du non-contrôle. L'évaluation de l'imprévisibilité, quelque chose d'imprévu plus stressant que quelque chose de non imprévu, parce que la surprise est de ce côté. Il y a toujours la nouveauté, là aussi c'est la surprise. Et puis il y a l'ego, c'est ce qu'on appelle le ciné du stress, c'est-à-dire le contrôle, l'imprévisibilité, la nouveauté et l'ego menacé. C'est-à-dire là, si tout le monde se lève et part, mon ego sera menacé, donc je vous remercie. Sinon ça me stresserait. Le stress. Nous pouvons évaluer la santé. La plupart des analyses biologiques que nous faisons en médecine générale cherchent à mesurer un paramètre de cet ensemble-là. Il y a très peu d'examens qui évaluent la santé. Comment dire que quelqu'un est en bonne santé? Je peux dire que quelqu'un n'a pas telle ou telle maladie, mais actuellement on n'a que 2 examens qui permettent d'évaluer la santé de quelqu'un. Dire oui, aujourd'hui vous êtes en meilleure santé globale que le mois dernier, et même on ne peut même pas comparer par rapport à quelqu'un d'autre. Il y a très peu d'analyses de santé. On pourrait doser le cortisol et la DHA. On le fait. Ce sont des dosages sanitaires. Et c'est comme si je vous demandais vos relevés de carte bleue, vos relevés de feuilles de salaire, je les compare, j'ai les ressources et les dépenses. C'est mieux d'avoir, c'est quand même plus agréable de dépenser 50 000 € par mois que 500. Donc le cortisol, ce n'est pas l'ennemi. L'ennemi, c'est le déséquilibre entre les deux comptes. C'est quand même mieux de dépenser 5 000 € que 500. C'est mieux d'avoir un cortisol très élevé, à condition qu'on ait le cortisol en banque. Et c'est ça le problème. Donc rapport cortisol-DHA, ça se fait couramment depuis une dizaine d'années par Sandberg. C'est assez coûteux, mais ça se fait quand même. Il y a une autre façon. On s'est aperçu que le cœur
accélère en sympathie et qui ralentit en parasympathie. La fréquence cardiaque est extrêmement facile à enregistrer, avec du matériel très simple. Nous pourrions bien sûr enregistrer la variation de la fréquence respiratoire, avec du matériel qui existe aussi. Par contre, la respiration, on peut la modifier avec la volonté. Donc, ce n'est pas tout à fait un système involontaire. On peut faire une mesure de la pression artérielle. En sympathique, elle augmente, en parasympathique, elle baisse. C'est plus compliqué. Alors donc, on peut évaluer la santé par les nombres d'accélération et le nombre de ralentissement. Et ça se fait. Il faut savoir que la santé optimale, c'est véritablement d'évoluer dans ce sens-là, de pouvoir aller en sympathie, de pouvoir retourner en parasympathie. Et, vous l'aurez compris, plus on peut aller à droite et à gauche, c'est presque un cash flow énergétique des entrées et des sorties énergétiques. C'est peut-être bien d'aller très loin à droite et très loin à gauche. Donc la santé optimale, c'est ça. Quelqu'un là a une santé réduite, une moins grande capacité d'adaptation. Et le stress, les personnes stressées, c'est quand même 80% de la population de médecine générale évolue dans cette zone. Et si ce stress est suffisant, et si, par exemple, la personne dort bien, la nuit, il n'y a pas de cortisol, il n'y a que de la DHEA, il peut éventuellement reprendre un peu de ressources. Mais c'est ce stress répétitif qui mène aux décompensations, sous plusieurs noms. Ça peut être le burn-out, l'épuisement professionnel, la dépression, la perte de ressources. Les solutions du stress, je passe très vite. Si vous avez fait des formations sur le stress, elles ont toutes la même façon de fonctionner. Soit on se centre sur les problèmes, on apprend à gérer le temps, on apprend à gérer l'argent, on fait du support social. Donc c'est centré sur le problème, soit centré sur les émotions, et c'est vraiment le rôle des thérapies cognitives et comportementales qu'on devrait appeler les thérapies émotivo-cognitivo-comportementales, parce que les émotions sont toujours là. Et puis là, évidemment, l'expression émotionnelle, méditation, mindfulness, les médicaments, les TCC. TCC, thérapie cognitive et comportementale. Vous aurez compris, si je les mets là et si je passe vite, c'est parce que la cohérence cardiaque que nous y venons enfin est la seule pratique qui agit directement sur le système nerveux autonome. On agit directement sur cet équilibre sympathique-parasympathique. Encore une fois, ne pensez pas que je sois exclusif. C'est-à-dire, j'étais médecin pendant 30 ans, je suis encore médecin, mais j'étais praticien pendant 30 ans, j'ai prescrit les traitements. Je suis psychothérapeute TCC, donc j'ai fait autre chose. Mais là, on a un moyen d'agir au cœur même du système qui est déséquilibré et qui est responsable d'une grande partie des maladies liées au stress. Puisqu'il y a variation de la fréquence cardiaque, et c'est ce qu'il y a 30 siècles, la médecine chinoise avait noté, que les gens en bonne santé avaient un cœur plus irrégulier que les gens en mauvaise santé. C'est peut-être bien d'avoir une capacité d'aller très loin dans les accélérations, une capacité d'aller très loin dans les ralentissements. C'est un cache-flow. Eh bien, je peux vous le dire, et vous ne me croirez pas forcément, mais on va faire une démonstration. Alors, je vais demander une volontaire. J'ai quelques restrictions. Merci. Je vais déjà donner... J'ai 2 restrictions. Est-ce que vous connaissez la cohérence cardiaque? Ah, oui, venez. Parce que, par expérience, les gens qui connaissent veulent me montrer qu'ils savent, et ça fout ma démonstration par terre. Donc, je ne les veux pas. Donc, j'ai quelqu'un qui ne connaît pas la cohérence cardiaque. Pour la deuxième démonstration, ça ne me pose pas de problème. Parce qu'on peut quand même facilement tricher. Ici, aucun danger, juste s'asseoir sur la chaise électrique ici. Aucun stress. Ah, il n'y a pas de risque. Qu'est-ce que je vais faire? Votre prénom, s'il vous plaît? Muriel? Morgane. Je vais juste placer un petit capteur à l'oreille de Morgane. C'est un capteur de pouls. Il va enregistrer les battements cardiaques au niveau des petits capillaires de l'oreille. Et puis on va regarder ce qui se passe à l'écran. Alors je change de logiciel. Mon petit stress, tout à l'heure ça n'a pas marché, n'est-ce pas? Ça va marcher là. On met le capteur à l'oreille. J'approche ça au vêtement au cas où je tire de la chose. Voilà. Je vous explique au fur et à mesure. Ça calibre. Ça, c'est le battement cardiaque qu'on regarde en bas. Chaque pic, c'est un battement cardiaque.
c'est les petites capillaires de l'oreille qui changent la couleur de l'oreille. C'est une petite caméra qui attrape de l'autre côté et qui mesure juste ses battements cardiaques. On va enlever ça, on n'en a pas besoin maintenant. Alors, je ne vois pas la fréquence cardiaque en bord de l'écran. La fréquence cardiaque, je vais le lire 69, 68, 66, 68, 70. En fait, ici, c'est les enregistrements de sa fréquence cardiaque. La moyenne actuelle, c'est 80. Le 80 est là-haut. Mais en fait, ça, c'est les accélérations, les ralentissements. Le cœur accélère et ralentit en permanence. Et c'est normal. Il n'y a qu'un seul type de personne qui n'a pas ça, ce sont les personnes qui ont un stimulateur cardiaque. C'est une machine qui donne tuc à 70 en général. Tous, mais les animaux ont la même chose, tous les vertébrés ont ce qu'on appelle une variabilité de la fréquence cardiaque. Alors quand c'est rouge, c'est juste pas tout à fait bien placé le capteur, mais c'est pas grave. Et vous voyez, elle ne fait rien, elle ne bouge pas, elle est tout simplement en train de vivre, d'écouter, de m'écouter, elle vous entend, et en permanence, son cerveau, un petit rond du cerveau qui s'appelle le thalamus, est-ce que c'est dangereux, est-ce que c'est pas dangereux? Mais c'est ce qui se passe, la preuve. 200 moins 17, ça fait combien? J'ai pas besoin. J'ai pas besoin de la réponse. Qu'est-ce que c'est? Elle sait. Alors, il y a toujours deux phases. Alors, ego menacé. Ego menacé. Je suis désolé, j'avais pas besoin de la réponse. Ego menacé. Imprévu. Je ne savais pas que j'allais faire ça. Contrôle. Oui, mais il me faut du temps pour calculer. Et vous avez ri. C'est pas gentil, mais c'est... Alors, j'étais assez stable avant. 217, il n'y a aucun risque physique. Et si je laisse aller là, ça va pas mettre 5, 10, 15 minutes à rentrer dans l'ordre. Le système est en train de chercher à se recentrer, comme un pendule. Il va chercher un oscillateur, il va chercher à se restabiliser. Le système nerveux autonome est un oscillateur. Il oscille, il n'est jamais au repos. Quand vous dormez en permanence, il n'est jamais au repos. Sympathique, parasympathique, sympathique, parasympathique. C'est comme ça qu'il fonctionne, c'est comme ça qu'il est en veille, même quand vous dormez. En permanence, il y a une analyse de l'environnement, des pensées, des émotions, des interactions. Et ça se manifeste par une courbe totalement chaotique, et c'est normal. On peut l'applaudir, je pense. Merci beaucoup. Je pense que vous comprenez maintenant pourquoi il est quand même assez difficile de parler de variabilité de la fréquence cardiaque. Personne n'est au courant. Ça fait que 37 que c'est publié. En études médicales publiées dans les journaux scientifiques majeurs sur PubMed, c'est 16 400 études sur la variabilité de la fréquence cardiaque. C'est normal, mais c'est tellement... ça sert pas à grand-chose, à part si on veut faire des évaluations ou des conférences sur la cohérence cardiaque. Donc, on avance à l'explication de la variabilité cardiaque. En fait, le système nerveux autonome est un oscillateur, il oscille en permanence, sympathique, parasympathique, et si je peux l'enregistrer avec ça, je pourrais l'enregistrer avec n'importe quel autre matériel. Et vous vous rendez compte que c'est peut-être bien de pouvoir aller très loin dans la fourniture de cortisol, très loin dans la fourniture de DHEA, d'hormones de jouvence. Et c'est pour ça que plus le cœur est irrégulier, plus c'est un marqueur de bonne santé. Et je rassure Morgane, elle est en très bonne santé. Alors en fait, accélération sympathique, ralentissement parasympathique, et ça continue comme ça. La fluctuation de la fréquence, là ce sont des dessins. Si je faisais la moyenne de tout ça, ben c'est le pouls, la fréquence cardiaque moyenne, en battements par minute. Mais nous avons des calculs très simples, c'est ce qu'on appelle un écart type, qui va calculer les écarts moyens par rapport à la moyenne. Et ça nous donne une valeur qui est un marqueur de santé officiel reconnu comme marqueur de santé. On ne s'en sert pas beaucoup parce que c'est non spécifique. Je ne peux pas faire un diagnostic. C'est un marqueur qui va me dire si aujourd'hui je vais mieux qu'il y a un mois ou si moins bien que c'est juste plus ou moins. Mais nous, en tant que thérapeutes, et la plupart des études cliniques maintenant, ont ce marqueur
juste pour savoir si l'intervention, surtout dans le domaine de la psychothérapie, où c'est difficile de mesurer, est-ce que ce que je fais avec mon patient lui est favorable ou non. Puis ça englobe les émotions aussi, ça englobe la totalité du système nerveux. Ça va commencer à devenir intéressant. Dans ce cas, soyons simples, on a les mesures. En haut, c'est quelqu'un qui a une amplitude faible, très peu de variation. Une amplitude moyenne, plus de variation. Une amplitude élevée, on a des matériels qui nous donnent des chiffres, des unités. Alors, si ce sont des dessins, mais admettons que ce soit des véritables enregistrements, si je ne sais pas à qui ils appartiennent, statistiquement, ce que je vais dire là, la personne en bas est plus jeune que celle-là, qui est plus jeune que celui-là en haut. Parce que toute pathologie, âge compris, qui n'est pas une pathologie, mais un déficit de parasympathique, parce que je vous ai dit tout à l'heure que la DHEA était la seule hormone âge dépendante, nous perdons, à partir de la puberté, nous perdons de la DHEA tous les ans. Et nous gagnons du cortisol, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, donc le cortisol est plutôt... Et donc petit à petit, notre capital santé diminue. Donc si j'avais ces trois schémas, la plus jeune elle est en bas. Et là, je suspecte que mon organe soit jeune, elle avait une très grande variabilité cardiaque. Mais si jamais on me disait c'est des triplés sur les mêmes jours, numéro 2, le stress. 3 triplés, le plus stressé est en haut. Et on a un marqueur, si on connaît l'âge de la personne, pour éliminer l'amplitude liée à l'âge, on a un marqueur de stress extrêmement fiable, qui est gratuit, puisque c'est un simple enregistrement qui peut se faire. Les matériels existent, ce sont des matériels très peu coûteux, et on les utilise dans des domaines de la cardiologie, l'hypertension artérielle, dans le diabète, et on ne l'utilise pas dans le stress. Et je milite un peu pour une pratique de variabilité cardiaque, c'est 1 minute d'enregistrement, gratuit, en prévention et en dépistage du burn-out. Qu'est-ce qui réduit la variabilité cardiaque? Numéro 1, l'âge. Moins de 3% à peu près par année d'âge, ça décroît, tu vois, en permanence. 2, le stress. Alors, ajouter âge et stress, ça se multiplie, c'est cumulatif. Bien sûr, la dépression, les états anxieux, et toutes les maladies aiguës ou chroniques, toute pathologie est un déséquilibre du système nerveux autonome, donc un déficit d'un système, donc le total est réduit. La fatigue, le décalage horaire, j'ai actuellement 9 heures de différence avec Montréal, donc je ne me fais pas d'enregistrement ce soir. En âge biologique, parce qu'on a les moyens de le calculer en âge biologique sans compter l'âge. En âge biologique, la plupart des personnes qui travaillent, qui habitent en ville, qui ont parfois des anti-âges. J'habite à Montréal, mais ce que je vois ici, c'est quand même extraordinaire. Et on peut mesurer en âge biologique. Et moi, chaque fois que je pars, j'ai plus l'habitude d'aller à Paris, de Montréal, je prends 5 ans d'âge biologique, qui revient au bout de quelques jours, mais ça met un certain temps à revenir. À peu près, ça équivaut à 6 fuseaux horaires, qui équivaut à peu près à 5 années de vieillissement. Et il faut à peu près 8-10 jours pour que ça revienne. Je n'ai même pas enregistré ici, je ne pourrais pas. Qu'est-ce qui augmente l'amplitude de la variabilité cardiaque? Qu'est-ce qui est favorable à la santé qu'on peut mesurer? Numéro 1, loin devant tout le reste, l'activité physique régulière. Nous sommes des animaux et nous ne bougeons pas. Et c'est véritablement le numéro 1. Quand nous faisons des enregistrements, par exemple dans des salons, lors de conférences, avec du matériel par exemple d'âge biologique, et que nous voyons qu'il y a quelqu'un qui a manifestement une plus grande amplitude que celle qu'on a l'habitude de voir pour son âge, on pose une seule question: avez-vous une activité physique régulière? Et 9 fois sur 10, la réponse est oui. Si vous avez une pratique professionnelle de soins, d'accompagnement, de santé, d'éducation, je pense que la priorité numéro 1 avant la cohérence cardiaque, avant d'autres pratiques, ça va être faire bouger les gens, les faire bouger. Alors le repos, les vacances et les loisirs, c'est pas contradictoire. Le repos, les vacances et les loisirs, si ce sont vraiment des vacances de repos musculaire, et ce qui n'est pas le cas de nos vacances en général, eh bien ça favorise la stimulation parasympathique et la réduction sympathique. C'est efficace. Alors ça c'est bizarre. Dans un cours de médecine, la relaxation, la méditation, la prière et le yoga, toutes ces pratiques qui incluent la respiration sont de très forts pourvoyeurs d'augmentation de l'amplitude de la variabilité cardiaque.
Et ce sont, bien sûr, j'aurais pu mettre le Qigong, j'aurais pu mettre le Tai Chi, toutes les pratiques corporelles, lentes en général, parce qu'il ne faut pas que l'activité physique augmente la fréquence cardiaque, ce sont en général des pratiques corporelles lentes, qui n'augmentent pas la fréquence cardiaque, qui sont plutôt aérobies, augmentent l'amplitude de la variété cardiaque, donc sont favorables à la santé et on peut valider. La musique, on pratique, qu'on l'écoute, entraîne une certaine résonance et permet d'augmenter très souvent la variété cardiaque. L'amour, le rire. L'humour et le rire sont très puissants parasympathiques. Beaucoup de stimulants parasympathiques sont contagieux. Le fou rire est contagieux, le bâillement est contagieux, le bonheur est contagieux. Et c'est vrai qu'on a de nombreuses pratiques parasympathiques qui sont contagieuses. Et nous en parlerons un petit peu dans la pratique respiratoire, parce qu'il est évident, vous avez certainement compris, à la respiration, je vais toucher à ce système-là, je vais modifier quelques données du système nerveux autonome. Un mode de vie simple, équilibré, l'amour et les relations sexuelles. Alors l'amour entraîne la sécrétion d'une hormone extrêmement intéressante qui s'appelle l'ocytocine. L'ocytocine est actuellement, à notre connaissance, l'hormone parasympathique la plus puissante. Et en plus, elle a des fonctions de rapprochement social. C'est-à-dire, elle a été appelée l'hormone de l'amour et de l'attachement. Étant donné que c'est une hormone parasympathique, elle va stimuler la digestion, mais elle va stimuler tous les autres muscles lisses, tous les autres muscles blancs. Elle va stimuler tout le pus digestif, elle va stimuler l'utérus en particulier, la vessie. Et c'est l'ocytocine qui va d'ailleurs une montée importante d'ocytocine chez une femme enceinte qui va déclencher l'accouchement par stimulation de l'utérus. C'est du syntocinon qu'on injecte quand un accouchement retarde, parce que c'est l'ocytocine tout simplement. Et donc, parasympathique, stimuler les muscles lisses, inhiber les muscles blancs, les muscles rouges. La compassion, la gratitude, la reconnaissance, ce sont les sentiments, et c'est toujours social qui augmente le plus l'amplitude de la variété cardiaque. Ce sont des sentiments sociaux. Et d'ailleurs, en atelier, nous faisons des ateliers professionnels où on fait des jeux de rôle entre les professionnels de la santé, un est thérapeute, l'autre est client ou patient. On va leur demander de fermer les yeux et de penser à la première fois où ils ont pris leur premier petit bébé dans les bras. On voit de façon instantanée l'augmentation d'amplitude de la variété cardiaque, sécrétion d'ocytocine. On peut leur demander, pensez à quelqu'un qui vous aimerait dire merci. Pensez à quelqu'un pour lequel vous êtes reconnaissant, c'est quasi instantané, augmentation de l'amplitude de la variété. Tout le monde parle de gratitude et de reconnaissance, on a les moyens de le montrer, on a les moyens de le voir. Et c'est assez extraordinaire, en tant que psychothérapeute, d'avoir ces moyens pour montrer que les émotions, c'est pas là, les émotions. C'est un syndrome général. C'est mon corps tout entier qui est impliqué dans les émotions. Et non, vous êtes arrivé tard. Donc, au bout de 45 minutes, j'ai fini mon introduction. Nous allons enfin parler de cohérence cardiaque. Mais vous allez voir, ça va devenir extrêmement simple. Si je n'avais pas posé ces bases physiologiques simples, la compréhension de la cohérence cardiaque est très compliquée. Et c'est ce qui fait le problème de la diffusion de la cohérence cardiaque, c'est pas simple à expliquer. Et c'est le problème, tous ceux qui écrivent des livres là-dessus, on passe beaucoup de temps à expliquer la variabilité cardiaque, à expliquer de la santé, même dans les livres plutôt à destination de psychologie, de psychothérapie. J'ai écrit un livre sur la méditation, combien la cohérence cardiaque est concernée, j'ai dû donner les bases physiologiques, et ça pose un problème parce qu'il y a un prérequis pour expliquer la cohérence cardiaque. Je vous donne la définition officielle de la cohérence cardiaque, c'est la fluctuation périodique de la variété cardiaque à une fréquence de résonance de 0,10 Hz. Comment voulez-vous voir un livre qui s'appelle Maigrir par la fluctuation périodique de la variété cardiaque à une fréquence de résonance de 0,10 Hz? Vous ne vendez pas un livre. Donc, ils ont appelé ça cohérence cardiaque parce qu'on n'a pas trouvé mieux pour l'instant. Alors là, qui avait maintenant, quelqu'un, oui, non, elle n'est pas pratiquée. Alors là, que vous ayez pratiqué ou non, ça m'est égal, parce que c'est justement ce qu'on va vous demander. Alors, est-ce que quelqu'un peut venir? Ça va être encore plus simple que pour Morgane. Avec plaisir. Et je vous explique à l'avance ce qu'on va faire.
Votre prénom, s'il vous plaît. Cécile. Bonne fête. Merci. Ah bah oui, hein. Ah bah on aurait dû attendre. Ah non. Je pense que ça aurait fait quelque chose sur la cour. Ah non, c'est pas l'anniversaire, ça. Vous savez pourquoi je mélange? Parce qu'au Québec, les anniversaires, ça va être fête. On va faire la même chose. Je vais placer un capteur à l'oreille de Cécile. Je vais montrer qu'elle aussi, elle fait partie du règne des vertébrés, qu'elle a donc une variabilité cardiaque. Et après, je vais modifier un seul facteur, sa respiration. Je vais imposer une fréquence respiratoire très confortable. Je vais juste imposer une fréquence respiratoire. Et pour ça, on va le faire ensemble. Parce que ça on va inspirer. Parce que ça, on va souffler. Et pour le faire en même temps, c'est accessible à tout le monde. Et je ne parlerai plus à ce moment-là. On regarde ce qui se passe à l'écran. Il est possible qu'on... Alors, comme ça se met sur l'oreille d'oreille, on va le faire sur l'oreille, c'est parfait. Merci. Mais le pire, ce sont les jeunes qui ont des écarteurs. Là, le capteur est tombé. On ne peut pas le mettre. Prenez au doigt. Je vous donne la réponse si vous posez la question. Alors. Fausse retard. Alors, on attend un peu, il faut un certain calibrage. Pulse. Les battements cardiaques, on connaît. La variation de la fréquence cardiaque, la variabilité cardiaque, qui est en haut. Je vais éteindre le reste pour ne pas distraire dans tout le reste. Elle a une variabilité cardiaque. Et si je décide de stresser Cécile, je suis en train de chercher le stresseur, ça suffit en général pour avoir normalement un moment. Ah non, ça va. Ah, ça y est, là. J'ai déstabilisé quand même pas beaucoup. Je ne l'ai pas stressé, j'ai juste dit que je vais la stresser. Alors, déjà, je suspecte une pratique respiratoire. Non, voilà. Rien. Non, pas là, mais habituelle. Ah, oui. J'ai eu la question tout à l'heure, quelqu'un me dit, est-ce qu'on peut déceler les personnes qui ont une pratique respiratoire? On va des tout de suite. Et c'est ça que je ne voulais pas la première, mais là, ça va très bien. Ça va très bien. Je l'ai félicité. La joie est sympathique. La joie est sympathique. Je sors de joie, c'est d'énergie vers l'extérieur. Et donc, elle a apprécié. On va mettre le guide respiratoire. Alors là, on est sérieux. Alors, juste les jambes à plat si possible. Voilà, c'est juste pour ouvrir et fermer. Et on va attendre que ça monte, ce qui guide en haut, mais je vais le faire en même temps. Alors, on va souffler. Alors, c'est une respiration lente, hein, c'est 5 secondes d'inspiration. Jusqu'en haut. Et on souffle. On va faire une dizaine de respirations. Inspirez. Inspirez. Je vous laisse vous débrouiller tout seul. Continuez comme ça, c'est très bien. On en fait encore deux. Inspirez. On va en faire encore deux avant de faire deux, trois touches. Je vais arrêter l'enregistrement. Merci beaucoup. Aussi. La courbe à droite est devenue ce qu'on appelle périodique. C'est-à-dire les successions d'accélération et de ralentissement se sont enchaînées à intervalles réguliers. Et si on le ramenait à l'échelle, c'est ce qu'il sait faire, on s'apercevrait qu'il y a 10 secondes entre chaque fluctuation. C'est bien sûr ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Il y a beaucoup moins de différences par organe avant. Et c'est pour ça que je vous ai déstabilisé exprès.
Parce que, en général, lorsque je ne donne pas cette consigne, je ne vais pas connaître la cohérence cardiaque, qui est-ce qui lève le doigt? Ce sont des personnes qui ont une pratique de gestion du stress. Et c'est systématique dans les conférences. C'est 10% de la population, et c'est 90% des gens qui viennent devant. Je ne demande pas quelle pratique, mais ce sont des pratiques qui incluent en général la respiration. Et vous êtes entré en cohérence cardiaque sans faire exprès, c'est pour ça que je vous ai stressé, que je ne pensais pas faire, juste pour que vous sortiez de cohérence cardiaque. Et c'est pour ça que, si j'avais fait avec Morgane, on aurait fait avant, chacun à sa cour, après, tout le monde a la même. C'est comme si, artificiellement, je déconnectais le système nerveux autonome de l'environnement. C'est totalement artificiel, c'est un réflexe, c'est-à-dire ça marche chez tout le monde. Il n'y a pas de croyance, il n'y a pas de... il y en a qui sont doués, de pas doués, c'est automatique. C'est un réflexe que nous avons, que les dinosaures auraient eu s'ils pouvaient modifier leur respiration de façon volontaire. Ils pourraient le faire, et ça s'appelle la cohérence cardiaque. La définition de la cohérence cardiaque, je vais ralentir ma définition que je vous ai dit tout à l'heure, c'est la fluctuation périodique de la variable cardiaque à une fréquence de résonance, c'est-à-dire ça fonctionne à une fréquence très particulière, celle que nous avons fait avec Cécile, c'est-à-dire un cycle respiratoire de 10 secondes. J'ai fait 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, ça fait 10 secondes ou 6 par minute. Et là, il se passait quand même quelque chose d'intéressant, et que je vais vous montrer. À un moment, j'ai dit à Cécile, je vous laisse continuer tout seul, et je suis venu ici. C'est là où on a perdu l'amplitude. Voilà. Je suis revenu là, je dis on va faire encore 2, et j'ai respiré à côté. Parce que la cohérence cardiaque, on a un effet de contagion, un effet de transmission aussi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le chaos cardiaque, la première partie, n'est pas contagieux. C'est-à-dire, je ne peux pas, moi, modifier l'adaptation de quelqu'un à côté de moi. Par contre, lorsque moi je suis en cohérence cardiaque, je vous expliquerai comment. Hein, je ne dis pas une phrase aujourd'hui qui n'est pas soutenue par des observations, des études, des publications. Et je voulais vérifier, ça ne marche pas à tous les coups. Et surtout en clientèle, il y a des personnes qui sont moins confortables si on est près d'elles, elles n'aiment pas être envahies de l'espace personnel. Et dans ce cas, je ne le dis pas. Mais là, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai arrêté de respirer près de vous. Et là, je suis revenu. Donc, ça s'est cumulé. Imaginez ça en accompagnement de personnes en difficulté. Imaginez ça pour un thérapeute. Ça renforce la relation thérapeutique. Ça renforce l'aide tout simplement avec la respiration. C'est ce que j'ai appelé la respiration synchrone. Et même si on le fait sans forcément faire respirer l'autre personne, et en psychothérapie on enseigne, ça s'appelle la respiration empathique, c'est-à-dire lorsque je suis en train d'écouter quelqu'un qui est en train d'expliquer des choses difficiles de sa vie, moi je vais être en cohérence cardiaque face à cette personne, et ça va modifier son adaptation, et moi, on va le voir tout de suite, ça va me donner une protection émotionnelle. Ça ne va pas devenir de la sympathie ou de la compassion, ça va vraiment devenir de l'empathie, c'est-à-dire je reconnais ce qui se passe, je reconnais les émotions de cette personne, mais moi je n'en souffre pas. Et c'est vrai, tous les thérapeutes qui ont mis ça en place s'aperçoivent qu'ils sont nettement moins fatigués à la fin de la journée. Donc je vais continuer les explications sur la cohérence cardiaque. Vous voyez que ça commence à devenir intéressant. Je n'ai jamais trouvé à ce jour, et ça fait 11 ans que je fais ça, des gens qui ne sont pas intéressés par cette puissance de la respiration sur le système nerveux autonome. Prenez n'importe quelle pratique de santé ancestrale, la respiration en fait toujours partie, puisque la respiration, c'est le seul élément du système nerveux autonome qui est accessible à la volonté. Dans une certaine part, je ne peux pas respirer à n'importe quelle fréquence, je ne peux pas respirer à moins d'avoir un très grand entraînement une fois par minute, on a une certaine zone. Par contre, je peux accélérer, je peux ralentir, je peux bloquer. Et donc, c'est un peu un traître dans le système nerveux autonome, la respiration, parce que je peux la moduler. Par contre, on va faire un exercice ici. Maintenant, nous allons tous nous arrêter de respirer, le premier qui meurt a perdu. Ben c'est pas drôle. Ouais. Mais c'est impossible, vous savez bien. Le système nerveux autonome a pour seul but de nous maintenir en vie, nous et notre descendance, quoi. Et
C'est son but. Et s'il s'aperçoit que par mon arrêt de respirer, je mets mon corps en arrêt, ben, il va reprendre le dessus. C'est la même chose avec le poids et le yo-yo dans la gestion du poids. Le poids, et vous pouvez noter, le poids n'est pas géré ni par le limbique, ni par le cortex. Se priver de manger par la restriction cognitive, par l'aspiration par la pensée, ne fonctionne pas sur le long terme. Parce que lorsque je me serai affamé un certain temps, comme quand j'arrête de respirer, le poids qui est entièrement géré à 100% par le système rectilien, la preuve, il n'y a pas de lézard obèse. Les seuls animaux obèses sont ceux qui vivent avec nous, parce que c'est automatique. C'est automatique la gestion du poids. Nous avons modifié, comme pour la respiration, nous avons introduit des modifications. Et quand j'en introduis trop aussi, ça devient dangereux. Ben, le système nerveux autonome, ça s'appelle yo-yo. Ça fait la fortune des nutritionnistes. La cohérence cardiaque est un état particulier du système nerveux autonome. C'est un état induit, soit par la décision volontaire ou par un entraînement. Et même dans des positions inconfortables, c'est ce qu'on avait avec Cécile. C'est pour ça que je lui dis que vous avez vraisemblablement une pratique respiratoire, vraisemblablement une pratique respiratoire de gestion du stress. Et lorsqu'on est en situation inconfortable, si on a une pratique qui dure depuis un certain temps, eh bien automatiquement on puise dans cette ressource. Par contre, la cohérence cardiaque a des effets physiologiques intéressants qu'on va exploiter. Des effets émotionnels et des effets psychologiques. Puisque la totalité de la régulation automatique, dont les émotions, appartient au système nerveux. La cohérence cardiaque, la courbe devient périodique. C'est la définition de la cohérence cardiaque. À l'état normal, la courbe est chaotique, irrégulière, parce que l'environnement est chaotique. Je m'adapte. Je veux dire, si je veux adapter la vitesse de ma voiture, ben, je ne vais pas mettre le régulateur de vitesse en partant d'ici, en passant par la montagne pour aller dans le lit. Je ne vais pas aller plus loin, il faut que je m'adapte à la route, j'accélère, ralentis. Donc il faut être adaptatif. Et la courbe de la vitesse de la voiture sera une courbe très chaotique par rapport à la route. Voilà sur notre enregistrement, c'est ce qu'on a fait. À gauche, un état de chaos, et c'est le normal, c'est la vraie vie adaptative. Et à droite, la cohérence cardiaque. Chaos, je sais qu'on n'aime pas trop le terme de chaos chaotique. Le chaos, c'est l'absence, l'irrégularité, pas de périodicité, c'est imprévu. Il y a plusieurs façons de se mettre en cohérence cardiaque. Nous n'abordons que la respiration, et dans les écoles, nous n'abordons que la respiration, parce que pour les autres, il faut un entraînement, il faut une pratique, un peu de type méditation pour les émotions, un peu cognitive si on veut travailler en psychothérapie. Donc nous n'utilisons que la respiration. C'est un réflexe. Tout le monde est doué par rapport à la cohérence cardiaque respiratoire et les inductions externes. Alors, les effets de la cohérence cardiaque, je mets ceux qui ont été documentés et les effets les plus importants qui nous intéressent. Une baisse de la pression artérielle. Alors quand je mets, je vais être un peu plus précis là. Admettons que quelqu'un soit hyper tendu. On va faire une démonstration. Je prends la pression artérielle. On fait 2-3 minutes et on fait un peu plus que ce qu'on a fait là. On va dire 3 minutes. La pression, si l'hypertension au départ était moyenne à modérée, on va vraisemblablement la ramener à une valeur acceptable. Et si elle est très élevée, on va en tout cas la baisser de 2 à 3 points, de 20 à 30 mm de mercure. Et l'effet va durer plusieurs heures. L'effet va durer 3 à 4 heures. Et donc on a toujours un résidu. Je veux dire, c'est un effet permanent. 5 minutes de cohérence cardiaque a un effet. Et pour moi, c'est vraiment une année extraordinaire, cette année-ci 2017. C'est parce que là aussi, en matière de cohérence cardiaque, on a beaucoup de difficultés à avoir des financements pour faire des études cliniques. On frappe à la porte de tous les laboratoires pharmaceutiques et c'est non. C'est non, et puis j'explique que ça ne nous intéresse pas. On vend de l'air. Mais oui, la respiration, c'est totalement gratuit. C'est totalement gratuit et vous l'avez toujours avec vous. Et nous avons cette année, enfin, grâce au financement de la Fondation de France, une étude
à l'hôpital Georges Pompidou, avec des professeurs renommés, qu'il a fallu convaincre, zéro risque, zéro effet indésirable. Il a fallu fournir des... Bien sûr, nous avons des études, ça a été fait déjà ailleurs, mais je voulais en avoir une en France, par des professeurs français. Et donc, elle a démarré la cohérence cardiaque respiratoire dans le traitement de l'hypertension artérielle légère modérée. Nous publions avant l'été les résultats de cette étude qui a déjà commencé. Je pense que tout hypertendu a tout intérêt à pratiquer des exercices simples, on va expliquer tout de suite après. C'est zéro effet indésirable. Tous les traitements d'hypertenseurs ont des effets indésirables, pas toujours agréables. Zéro contre-indication. C'est zéro contre-indication. Et c'est archi simple, ça prend 15 minutes par jour. Baisse du cortisol, c'est le problème du stress. Lorsqu'on fait des cortisolémies ou des dosages salivaires du cortisol chez les gens stressés, ils ont plus que la moyenne de la population de leur âge à l'heure où on fait leur prise de sang, parce que c'est quand même, ça dépend de l'heure aussi. Augmentation de la DHEA. Alors ça, c'est intéressant. Et là, pour tout ça, je parle d'une pratique régulière, pas juste une pratique. Pour la pression artérielle, c'est assez flagrant, pour le cortisol aussi. Pour les autres, c'est une pratique régulière. On en parlera. La DHEA, on peut doubler le cortisol, c'est à peu près 20% de réduction, ce qui est déjà pas mal. La DHEA, qui est vraiment déficitaire parce qu'elle est âge dépendante, on peut doubler son taux de DHEA endogène. Et je pense à vous, mesdames, dans la période périménopausique, ce serait extrêmement intéressant parce que la DHEA est sécrétée à de multiples endroits dans l'organisme, au niveau du cerveau, au niveau du cœur, sécrète la DHEA, il y a multiples endroits, mais il y a les ovaires aussi qui sécrètent. Et cette sécrétion ovarienne de DHEA, que les hommes n'ont pas, manque à la ménopause. Et donc, les autres organes doivent, pendant 1, 2 ou 3 ans, essayer de compenser cette disparition de la part ovarienne, et ça s'appelle les manifestations parasympathiques, c'est bouffées de chaleur, les manifestations déséquilibre sympathique, ça s'appelle les troubles du sommeil, ça s'appelle la prise de poids. Tout ça, c'est parce qu'une petite hormone ovarienne a disparu à la ménopause. Et en général, ça se stabilise parce que les autres glandes, dont les surrénales, finissent par compenser. Et ne serait-ce que pour la sécheresse cutanée, ne serait-ce que pour le vieillissement cutané, pour les troubles du sommeil, pour la prise de poids, on peut doubler son taux de DHEA. Je sais que la DHEA est en vente libre dans certains pays, elle ne l'est pas en France, et c'est une bonne chose, elle a été pendant un bon moment en vente libre. Et ce sont les nutritionnistes qui en ont beaucoup prescrit quand on a supprimé les hormones thyroïdiennes pour maigrir. Ce qui a été une chose formidable parce que c'est tellement facile de donner du levothyrox, on en parle beaucoup en ce moment. Il y a des personnes maigrissées, mais ça faussait totalement le métabolisme. Et le levothyrox a été interdit dans cette indication-là, donc on s'y a donné du Mediator, qui est un antidiabétique, avec les problèmes que vous connaissez. Et donc on s'est rabattu sur la DHEA, qui a priori sans danger, c'est quand même une hormone sexuelle, et dont le surdosage, parce que les personnes qui en prenaient, on prenait trop, il y avait quand même des problèmes aussi. Vous pouvez respirer et augmenter votre DHEA. Pourquoi s'en priver? Ocytocine. C'est extrêmement intéressant dans les relations interpersonnelles. L'ocytocine est véritablement une hormone de rapprochement. D'ailleurs, l'ocytocine, on ne peut pas la prendre en gélule, elle est dégradée par le mystique. On peut la prendre en injection, ça s'appelle le syntocinon, qu'on utilise surtout pour le déclenchement de l'allaitement et le déclenchement de la couche. Mais on peut le prendre en inhalation nasale, et ça existe dans certaines indications, parce qu'il traite beaucoup d'autres pathologies de surproduction synthétique. Et d'ailleurs, ça a été fait en pulvérisation nasale dans des groupes de singes. On a pris un groupe, on a mis de l'ocytocine, une poudre blanche neutre, et en inhalation nasale. Et le groupe qu'on a injecté, on a fait inhaler de l'ocytocine, c'est bien se rapprocher, se faire des pulses, à se soigner, et c'est vraiment une hormone de rapprochement. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que une simple pratique en famille, entre personnes qui ne s'entendent pas ou qui ne vont pas tellement bien, c'est extrêmement simple, ça donne du lien social aussi. Onde alpha, augmentation de la fréquence des ondes alpha cérébrales. Le cerveau émet des ondes électriques aussi, puisque la vie c'est quand même des oscillations, ce sont des biorhythmes.
Et le cerveau émet des ondes électriques. Il y a des ondes de veille, des ondes plutôt rapides, puis des ondes de sommeil. Puis entre les deux, il y a les zones qui sont utilisées en hypnose, par exemple, les ondes intermédiaires. Et puis il y a les ondes alpha, ce sont les plus lentes des ondes de veille. Ce sont des ondes où on est pleinement présent et attentif, mais totalement calme. Elles sont favorables à l'apprentissage et à la mémorisation. Et en cohérence cardiaque, il y a une majorité d'ondes alpha que vous n'avez pas en général, c'est de temps en temps, lorsqu'on est calme, on passe en ondes alpha. Ça peut se vérifier bien sûr sur les échos en séquence. Deux autres hormones sont nécessaires à l'apprentissage et à la mémorisation. Acétylcholine, DHEA. Toutes les deux sont du côté parasympathique. Lorsqu'on est soumis à des stresseurs sympathiques, souvent antipathiques d'ailleurs, à des stresseurs du côté sympathique, on a des difficultés à apprendre, on a des difficultés à fixer son attention, on a des difficultés à rester fixé sur une chose, et si en plus on fait du multitâche, si on fait de la multiplication des afférences émotionnelles, on aggrave le problème, on aggrave le décalage, et actuellement nous avons des études à Montréal, à l'hôpital Sainte-Justine, dans le déficit d'attention et d'hyperactivité, où les enfants que nous enregistrons sont totalement sympathiques. Alors que normalement l'enfant balance entre les deux de façon extrêmement importante. Le périmètre abdominal, le tour de taille, est directement corrélé à l'amplitude de la variabilité cardiaque. Corrélé? Oui. Je rentre le temps quand je dis ça. Ben, vous savez, les professionnels dans le soin, on choisit toujours la profession où on aimerait bien avoir une réponse. Donc je ne suis pas nutritionniste pour rien, rassurez-vous. Et bon, c'est sûr qu'on voudrait toujours que ça baisse davantage. Mais il faut savoir que le cortisol, je vous l'ai dit, c'est l'hormone de dépense énergétique. Mais c'est aussi l'hormone qui est liée avec l'insuline, c'est l'hormone de stockage et de déstockage du sucre. Et les diabétiques le savent bien, les diabétiques qui se piquent à l'insuline, les diabétiques insulinodépendants, savent que quand ils sont stressés, ils sont obligés d'augmenter les doses. Parce qu'il y a une demande accrue d'insuline pour aller chercher davantage de sucre. Et lorsqu'on a un cortisol élevé, eh bien on stocke. Parce que notre programmation multimillénaire, c'est dit, ben, je suis stressé, donc je vais quand même, et je ne suis pas sûr qu'il y ait une mise à disposition suffisante de la nourriture. Donc quand il y en a, je prends et je stocke. Le sucre ne se stocke pas. Le sucre se transforme en triglycérides, il ne se stocke pas. Si vous avez 1 gramme de glucose par litre de sang, si vous avez 7 litres de sang, vous avez 7 grammes de sucre qui circulent. 7 grammes de sucre, c'est même pas 2 cuillères à café de sucre circulant. Il y en a un peu dans les muscles. Quand vous l'avez épuisé 20 minutes, c'est les crampes, l'acide lactique. Il y en a un peu dans le foie, puis c'est fini, il n'y a pas de réserve de sucre. Heureusement qu'il y a l'insuline, heureusement qu'il y a la graisse, qui fait ce qu'on appelle la néoglucogénèse, qui va en permanence transformer la graisse en sucre quand j'en ai besoin, et quand je n'ai pas besoin, je vais le transformer en graisse. Et donc la graisse, c'est l'énergie en conserve. Et comme nous sommes dans un environnement, mais oui, 1 gramme de graisse, c'est 7 calories, c'est 9 calories, pardon. 1 gramme de sucre, c'est 4 calories. Il est plus intéressant de stocker de la graisse que de stocker du sucre. Et donc quand je suis stressé, ben, je stocke, et ici, c'est là. La définition de l'obésité n'est plus une définition ni en poids, ni en indice de masse corporelle, c'est une définition en tour de taille. Je crois que ça vient de changer, mais à l'époque c'était 102 pour les hommes, 88 pour les femmes, en tour de taille. Au niveau émotionnel et psychologique. Pardon? Ben, oui, c'est une action directe sur l'insuline. Et d'ailleurs, la pratique régulière de la cohérence cardiaque, c'est jamais suffisant pour perdre 30 kilos. Mais, je n'aurai pas le temps et je regrette, c'est ce que j'ai abordé dans les 2 livres sur la perte de poids. On a une action directe sur les émotions, sur la prise de poids. Elle est toujours, sauf maladie, elle est toujours d'origine émotionnelle, c'est une compensation, c'est un comportement de compensation, d'évitement, et on tape directement au niveau émotionnel. Et là, on a au niveau des effets qui ont été validés dans la pratique régulière de la cohérence cardiaque, une baisse du niveau de stress perçu, les échelles de stress, c'est subjectif en général,
une baisse du niveau stress perçu. Là, les 9 heures décalage commencent à jouer. Au moins, il est en plein milieu d'après-midi. Anxiété, baisse d'anxiété, clarté mentale, performance, mémorisation par plusieurs moyens, DHEA, acétylcholine augmentée et augmentation des ondes alpha cérébrales. Prise de décision, amélioration des relations interpersonnelles. Lorsque nous sommes stressés, il y a une information qui arrive, une menace. Une information arrive par les sens, l'audition, la vue, le toucher, l'information. Elle est tout de suite transférée au centre du cerveau, un organe qui s'appelle le thalamus, qui va se charger d'évaluer la menace. Est-ce que c'est dangereux ou non? C'est instantané, c'est plus de secondes. Si c'est dangereux, elle préfère envoyer l'information au cerveau reptilien, parce que c'est des réflexes à 50 millions d'années. Donc, c'est réflexe. Donc, quand c'est dangereux, je réagis de façon réflexe, non réfléchie. Par contre, si c'est évalué comme moins dangereux, je vais l'envoyer vers le cortex, c'est 40 millisecondes, donc c'est plus lent. En matière de survie, le 12 millisecondes gagne par rapport aux 40 millisecondes. Et c'est vrai qu'au niveau prise de décision, elles sont très souvent teintées par le stress, l'analyse et la perception de la menace est perturbée par le stress. On vous dit d'ailleurs, il vaut mieux dormir dessus avant de prendre vos décisions. Qu'est-ce qu'on fait la nuit? On passe en parasympathique, il n'y a plus de cortisol la nuit. C'est 100% de DHEA, sauf s'il y a des troubles du sommeil. Lorsque quelqu'un a des troubles d'endormissement, si on fait un dosage de cortisol, il en reste. Le cortisol, c'est l'hormone du combattant. C'est l'hormone de la fuite et du combat. C'est pas l'ennemi. C'est grâce au cortisol que vous êtes levé ce matin. Et par contre, le soir, si vous ne dormez pas, c'est 99 chances sur 100 qu'il reste du cortisol de la journée. Le cortisol, ça fait 4 heures pour s'éliminer. Alors, admettons que vous soyez un fan de l'OM. L'OM, ici, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et donc, un fan de l'OM. Il perd. Colère. Stress. Si le match finit à 9 heures, 4 heures de cortisol. Non. Si l'OM gagne, la joie. Même côté. Heureusement qu'il y a la bière. L'alcool, c'est parasympathique. L'alcool, c'est digestible, de l'apéritif. C'est totalement parasympathique, l'alcool. Donc, on compense comme on peut. De temps en temps, ça me prend. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit. Tout ça est un réflexe. Chaque fois que j'inspire, je stimule le sympathique. Et ça, on ne vous le dit pas, et c'est tout simple, tout est basé là-dessus. Chaque fois que je souffle, je stimule le parasympathique. Ça s'appelle, et voilà le vrai nom de la cohérence cardiaque en induction respiratoire, ça s'appelle l'arythmie sinusale respiratoire, c'est compliqué aussi. Arythmie, rythme pas régulier. Sinusale, parce que j'ai le sinus auriculaire, qui est un petit cerveau du cœur qui déclenche les battements cardiaques. Respiratoire, parce que cette variation est induite par la respiration. Mon cœur accélère, mon cœur ralentit. Vous le faites déjà, surprise. J'inspire, je bloque en inspiration, je stimule, je me mets en sympathie. Qu'est-ce que vous faites quand le danger est passé? Et je passe en passe. Vous le faites déjà, donc on va l'exploiter ça. Ça s'appelle l'arythmie sinusale respiratoire. Chaque fois que j'inspire, mon cœur accélère. Chaque fois que je souffle, mon cœur ralentit. C'est pour synchroniser les deux systèmes qui fournissent de l'énergie. Dans la voiture, il y a le carburateur qui fait arriver l'air, il est synchronisé à la pompe à essence. C'est justement pour que ça se synchronise. C'est tout bête. Toute respiration volontaire, ample et régulière, c'est-à-dire qu'on prend le contrôle pendant un certain temps, on sort du système nerveux autonome par la volonté, déclenche un état de cohérence cardiaque. Par contre, chaque fois qu'on respire à 6 par minute, et c'est la seule, dans cette zone-là, hein, c'est entre 5 et 8, donc c'est à 6,00. Chaque fois qu'on respire à peu près à 6 par minute, l'amplitude augmente. Elle peut être doublée, elle peut être triplée, elle a jusqu'à 4 fois plus d'amplitude. C'est-à-dire, on gagne, on retrouve avec cette respiration ce qui s'appelle un effet de résonance. C'est une fréquence de résonance qui est propre à l'espèce humaine. Chaque fois que n'importe lequel d'entre vous respire 6 fois par minute,
1, il est en cohérence cardiaque, je n'ai pas besoin d'enregistrer, je vous le garantis. 2, il a l'amplitude maximale de son âge. C'est-à-dire, on va pendant quelques minutes le stimuler dans cette zone de sympathique parasympathique. Et si on le fait régulièrement, petit à petit, notre amplitude au repos augmente aussi. C'est comme un entraînement de type physique. Les effets sont fugaces. Une pratique de quelques minutes de cohérence cardiaque, ça dure à peu près 3, 4, 5 heures, pas plus. Mais les effets se potentialisent et c'est un véritable entraînement que l'on fait à la cohérence cardiaque. Et c'est pour ça que j'ai créé le moyen mnémotechnique, bien sûr. La cohérence cardiaque, personne ne l'a inventé. La cohérence cardiaque, c'est physiologique. 3 fois par jour, 6 respirations par minute, pendant 5 minutes. Pourquoi 3? Parce que les effets durent à peu près 4 heures. S'il n'y a pas de trouble du sommeil, on court les 12 heures de nos journées. La nuit, c'est pas nécessaire s'il n'y a pas de trouble du sommeil, à moins que l'OM gagne. Et c'est au lever, avant le repas de midi, 4 heures après, au milieu d'après-midi. Et là, la plupart des personnes, ça suffit largement pour avoir une pratique régulière de cohérence cardiaque avec des résultats. Et c'est dans le domaine des interventions thérapeutiques, parmi celles qui agissent plus vite, on s'aperçoit des résultats. On a fait justement avec David Serranchada il y a une douzaine d'années dans un panel de médecins pendant 2 ans, avec tous leurs clients, pour savoir au bout de combien de jours ils se rendaient compte que quelque chose avait changé dans leur vie. C'est 2 semaines à peu près, donc c'est extrêmement rapide. Le soir? Pardon? Le soir, s'il n'y a pas de trouble du sommeil, ça n'a pas vraiment de sens dans le domaine de la gestion du stress, parce que le soir, s'il n'y a pas de trouble du sommeil, il n'y a pas de cortisol. La nuit, il n'y a pas de cortisol, c'est une hormone de jour. Et nous, c'est notre cible, c'est quand même le stress. On a du mal à savoir. Ah ben oui, on rajoute une 4e séance le soir au coucher. Et même on l'a fait un peu plus long. Donc c'est le seul cas où on fait une 4e séance le soir au coucher. 6 respirations par minute, c'est la seule consigne qu'on ne peut pas changer, puisque c'est une fréquence programmée. C'est comme ça. Et si on respire moins vite, on perd d'amplitude. On est en cohérence cardiaque, mais on perd d'amplitude. Si on respire plus vite, on perd d'amplitude aussi. Donc autant utiliser la fréquence respiratoire qui donne les meilleurs résultats. Pendant 5 minutes, là aussi c'est un compromis. Si vous faites 10 minutes, ça marche mieux. Mais déjà 5 minutes, ça paraît long si on n'a pas d'habitude de type entraînement, de type méditation. À partir de 3 minutes, on commence à avoir des résultats, mais 5 minutes, c'est plus sûr. Et je ne recommande pas des séances plus longues au début, parce que si vous n'avez pas d'entraînement de type méditation de pleine conscience, vous allez avoir des pensées intrusives qui vont vous déranger. Et ces pensées intrusives sont rarement des pensées agréables, donc elles vont casser la cohérence cardiaque, vous allez sortir de cohérence cardiaque, tout simplement parce que le système nerveux autonome reprend la commande. On peut s'entraîner à rester en cohérence cardiaque malgré les pensées intrusives, ça devient de la méditation de pleine conscience, et si on y ajoute la respiration, c'est encore plus efficace. Comment est-ce qu'on va faire? On va utiliser des guides respiratoires. Il y en a de très nombreux. Allez sur YouTube, tapez cohérence cardiaque, vous allez avoir 1000 ou 2000 guides respiratoires. C'est en général une grille qui monte et qui descend. Ils sont pratiquement tous à 5 secondes, 5 secondes. Il y a des applications sur téléphone intelligent et sur tablette. Le Respirelax est gratuit. C'est le plus téléchargé à cause de la gratuité ou grâce à la gratuité. Le Respiroguide, alors, lorsque je l'ai mis, le Respirelax n'existait pas pour Android, il n'existait que sur Apple. Il existe maintenant sur les deux plateformes, donc le Respirelax est l'un des meilleurs choix gratuits, mais il y en a beaucoup d'autres. Et puis, si on va aller un peu plus loin, on peut utiliser Heartrate Plus, qui est légèrement payant. C'est quelques euros, parce qu'il a un capteur de pouls. Il utilise la caméra de votre téléphone intelligent et le flash. C'est-à-dire quand vous le démarrez, vous mettez le doigt sur la caméra. Il va capter la lumière de votre doigt. Donc on fait exactement ça, la photo plethysmographie, comment on a fait à l'oreille tout à l'heure. Et il va avoir une guide respiratoire. Et il va vous dire quand vous êtes en cohérence cardiaque, la montagne va monter. Quand vous êtes en haut, vous êtes à 100% de cohérence cardiaque. Donc pour ceux qui aiment s'enregistrer et voir si le son, peuvent prendre Heartrate Plus. Il faut l'écrire avec le signe plus, je crois. Parce qu'il y en a Heartrate Plus, il y en a 5 ou 6 qui s'appellent exactement la même chose. C'est Heartrate Plus qui ressemble à ça, on voit plus. Heartrate Plus, fréquence cardiaque plus. Mais c'est très, si vous avez une montre avec une trotteuse, 5 secondes d'inspiration. 5 secondes d'expiration. Lorsque j'ai commencé la cohérence cardiaque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas de
réalité. J'ai utilisé une montre avec tous mes clients. Vous allez avoir 10 jours, 15 jours maximum d'apprentissage. Après, vous n'en avez plus besoin. De temps en temps, vous pouvez vérifier, mais vous n'en avez plus besoin. On peut aussi utiliser une minuterie. Ouais, il faut investir $1,25, $1,20 à Montréal. Vous mettez la minuterie sur 5 minutes et vous pouvez fermer les yeux dans ce cas. Et vous comptez votre respiration. 1, 2. Quand elle sonne, normalement, vous avez une respiration entre 12 et 25. Vous allez être à 70 à peu près. Respiration sur 5 minutes. Là, vous dites, ben, la norme, on cherche à faire 30. 6 respirations par minute pendant 5 minutes, ça fait 30 sur 5 minutes. Ben, la prochaine, ce soir, la prochaine séance, je vais essayer de ralentir. Je suis encore trop haut. Alors, demain, j'essaie de ralentir. En 10 jours, on arrive à trouver. Donc, c'est notre méthode qui permet de fermer les yeux. Une respiration nasale, j'imagine. Alors, c'est une question qui est systématique. Est-ce que je respire par le nez ou par la bouche? En matière de cohérence cardiaque, il n'y a qu'une seule consigne, c'est le 6 par minute. Tout le reste, c'est mieux ou moins bien. Et là, je recommande aux personnes de faire ce qu'elles ont l'habitude de faire. Parce que je sais que certaines pratiques préfèrent une respiration nasale, certaines une respiration buccale ou un mélange des deux. Et je dis, c'est pas parce que votre professeur de yoga vous a dit que le nez c'est fait pour respirer, la bouche pour manger, qu'il faut changer cette habitude-là. Donc pour la cohérence cardiaque, ça ne change rien. Une seule consigne. Et c'est encore plus simple, quoi. Mais c'est vrai qu'on a tendance à donner une consigne, mais ça dépend de notre pratique. La cohérence cardiaque permet un recentrage. En termes de cohérence cardiaque, il n'y a que 2 types de pratiques. Il y a la pratique régulière, matin, avant le repas de midi, en milieu de soir, en milieu d'après-midi. Et puis il y a ce qui s'appelle le recentrage. C'est revenir au centre. 6 respirations en 1 minute. C'est 1 minute de cohérence cardiaque. Lorsqu'on enregistre les personnes, on a des moyens de savoir quand ils sont en cohérence cardiaque et surtout quand ils sont au centre entre sympathique et parasympathique. En 10 à 20 secondes, quelqu'un qui pratique régulièrement a un recentrage à la fois physiologique et émotionnel. C'est extrêmement intéressant après une colère, après être bouleversé, de pouvoir juste faire 6 respirations et de revenir tout de suite au neutre. Ça fait un retour au neutre. Ça, c'est un exercice extrêmement simple, ça prend 1 minute. Testez-le, c'est formidable. Ça marche mieux si vous avez une pratique régulière. Au bout de 1 à 2 semaines, vous pouvez commencer à puiser dans cette ressource-là. La cohérence cardiaque est la seule pratique qui agit directement sur le système déséquilibré. Et c'est un réflexe. Il y a bien sûr une action physiologique par le cortisol, mais il y a aussi une action émotionnelle. Lorsque nous sommes en cohérence cardiaque, nous sommes dans ce que j'appelle apesanteur émotionnelle. Je vous ai dit, il n'y a pas d'émotion au centre. C'est-à-dire, je fais croire, ça s'appelle le leurre émotionnel, je fais croire à mon corps qu'il n'y a pas d'émotion. C'est temporaire, c'est juste le temps de la pratique. D'ailleurs, ce ne serait pas très favorable de le faire toute la journée. C'est des petites pratiques pour le moment où je ne suis pas en cohérence cardiaque. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Enfin, de prendre juste cette prise de distance par mon environnement, un retour au neutre qui va durer plusieurs minutes ou plusieurs heures, ça dépend de l'environnement. Et ça, on le recommande de recentrage. Il y a énormément d'applications à la gestion du stress. Et l'année qui vient, 2018, nous organisons à Marseille le premier congrès mondial de la cohérence cardiaque. Et j'ai invité 24 conférenciers que je connais tous, parce que je les ai tous formés depuis toutes ces années, qui ont une pratique extraordinaire de la cohérence cardiaque. On n'a même pas le temps de parler du stress, parce que tout le monde sait que ça va dans le stress. J'ai par exemple la cohérence cardiaque par un policier de la brigade anticriminalité de Mont-de-Marsan, qui enseigne des techniques de cohérence cardiaque pour les policiers avec intervention. À Mont-de-Marsan aussi, parce qu'on avait fait une formation là-bas. Ça fait 5 ans que l'armée de l'air française applique la cohérence cardiaque au top, les techniques d'optimisation du potentiel des pilotes de chasse. Les pilotes de chasse font une formation en cohérence cardiaque. Depuis 5 ans, j'étais encore cette année pour augmenter encore la formation des pilotes de chasse à Mont-de-Marsan, à la base d'enseignement et d'entraînement des pilotes de chasse. Donc il y a le vétérinaire, qui fait de la cohérence cardiaque, qui enseigne aux propriétaires d'animaux à se mettre en cohérence cardiaque en présence de leur animal. Alors, surtout chez le chien et le cheval, un propriétaire de cohérence cardiaque c'est un peu ce que j'ai fait tout à l'heure, je me suis approché, je me suis mis en cohérence cardiaque. Il y a un effet de communication qui est transmis aux animaux. C'est le secret de l'homme qui murmurait aux oreilles des chevaux.
c'est juste, la personne est en cohérence cardiaque. J'exerçais à Nîmes pendant toutes ces années, et je connaissais une cardiologue qui était propriétaire de plusieurs chevaux, donc on a enregistré les chevaux. Donc j'ai les enregistrements de chevaux qui, on voit leur courbe devenir cohérente, c'est pas la même fréquence que chez les humains, qui devient cohérente, rien que parce que le propriétaire est à côté d'eux, respire à côté. La cohérence cardiaque fonctionne chez les nouveau-nés et les nourrissons. Ça s'appelle la technique de Harvey Karp, c'est un pédiatre américain, ça vient de 15 ans maintenant, qui s'était rendu compte qu'en prenant un bébé dans ses bras, et en émettant un léger bruit expiratoire, comme je fais dans les guidages, et qu'est-ce qu'on fait quand un enfant fait chut? Ce bruit est inducteur de cohérence cardiaque. Et on fait chut, et on se met nous en cohérence cardiaque. Dans la plupart des cas, le bébé se calme ou s'endort. Et c'est la technique de Harvey Karp, il y a eu 2 livres écrits là-dessus. C'est publié, c'est tout simple, c'est juste se mettre en cohérence cardiaque avec le bébé dans les bras. Il faut savoir que, je vous ai parlé du sinus auriculaire, c'est-à-dire ce pacemaker du cœur. Il émet un signal, c'est un oscillateur qui émet donc une onde électromagnétique comme tout oscillateur. Il émet un champ électrique autour, comme le cerveau, comme l'électrocardiogramme, c'est un champ électrique. Lorsque le cœur est en cohérence cardiaque, ce champ électrique devient périodique. Périodique, c'est la définition de la cohérence cardiaque. À une fréquence 0,10 Hz, parce que les fréquences mesurent en Hz, c'est une onde radio. Et nous avons tous un tuner en nous, on est syntonisé sur cette même onde, c'est-à-dire quand quelqu'un est à 0,10 Hz à côté de moi, ça ne va pas beaucoup plus loin que 1 à 2 mètres, hein, c'est vraiment la proximité. La personne qui est près de moi, son cœur va essayer de se synchroniser. C'est comme ça que les nourrissons se synchronisent dessus, c'est comme ça que les animaux se synchronisent sur les propriétaires. Chez le chat, c'est l'inverse, c'est nous qui nous synchronisons sur un chat qui ronronne. On n'est pas arrivé à prendre le contrôle des chats encore. Donc on a une vétérinaire qui vient à Marseille présenter ses travaux qui sont enseignés avec le vétérinaire. On a tout un ensemble et nous avons 3 présentations sur la cohérence cardiaque à l'école, dont ce que nous sommes en train de faire ici, dont un professeur de yoga qui a mis en place dans les Hautes-Alpes de l'enseignement de la respiration avec des résultats tellement intéressants qu'il est demandé dans toutes les écoles autour, juste pour respirer avec les enfants. Devenons des enseignants qui respireront aux oreilles des enfants. C'est extrêmement simple. J'avais mis en place en Hollande il y a une douzaine d'années. On n'a pas vraiment mesuré, mais ils se sont rendus compte que la pratique de la cohérence cardiaque, et c'est continué, c'est devenu un programme national depuis ce temps-là, les écoles qui pratiquent la cohérence cardiaque collective avec les enfants, l'absentisme des professeurs a baissé. On respire avec les enfants. Donc c'est un marqueur comme un autre. Gestion du poids, aide à la prise de décision, optimisation des performances, mémorisation à l'apprentissage, c'est extrêmement multiple. L'enseignant, un des 2 participants, chez l'enseignant, c'est une pratique personnelle qu'on lui demande, et les enseignants que nous formons cette semaine-ci, on va leur demander un engagement pendant 1 mois, de pratiquer, et ils ont tous dit oui, de pratiquer, cette fois-ci 5, et nous mesurons des effets sur le stress perçu, chez eux et chez les enfants et sur le climat de la classe. Et l'enseignant va encourager une respiration guidée avec les enfants. Et avec l'enfant a une physiologie spécifique par rapport à l'adulte. C'est encore plus simple que chez l'adulte. L'enfant, avant la puberté, au point de vue physiologique, a un système hormonal qui est très différent, en particulier la répartition entre cortisol et DHEA. Et l'enfant a, je crois que j'ai lu le cours, oui, j'en ai une après. L'enfant a spontanément une très très grande variabilité cardiaque, impressionnante. Je regarde juste si j'ai une mesure. Oui, ça c'est un dessin, mais c'est totalement réaliste. En haut, ce serait un homme, tous les deux en bonne santé, de 40 ans, avec c'est tous les deux ont une fréquence cardiaque moyenne de 80. Là, une fluctuation plus ou moins 8 ou 9, c'est-à-dire en tout 20, c'est-à-dire plus ou moins 10 autour de la moyenne. Un enfant de 10 ans assis au repos, sans bouger, sans rien faire, son fréquence cardiaque au repos fluctue entre 50 et 110 au repos. Donc ils ont une amplitude majeure déjà au repos. Et donc on ne cherche pas à respirer forcément la fréquence de résonance, il suffit de faire un guidage respiratoire, pof, l'enfant il rentre en cohérence cardiaque, il a tout de suite une courbe de ce type-là, à la même fréquence, parce qu'il a tout son capital de variabilité cardiaque, l'enfant.
jusqu'à la puberté, en dehors des pathologies, bien sûr. Il a déjà le maximum. Donc on trouve la même variété cardiaque en cohérence cardiaque avec les effets qui vont avec. Donc c'est encore plus facile, parce que l'enfant, avant la puberté, il a une fréquence de résonance plus élevée que l'adulte, de l'ordre de 9. Il pourrait respirer 9 fois par minute. Alors c'est compliqué parce que c'est un apprentissage. Si on met en place un apprentissage qu'on va changer au bout de quelques années, c'est pas très bon. Et puis ensuite, il n'y a pas de gain sur l'amplitude. Donc on respire, nous, et on fait un guidage respiratoire avec les enfants. Mais quand les enfants sont assez grands, moi j'aime bien leur expliquer ce qu'on fait. Et c'est vrai que, étant donné que j'ai du matériel, je m'en sers. Encore une fois, dans aucune école nous recommandons d'acheter du matériel parce que, à part la démonstration, on ne va pas expliquer le sympathique, parasympathique, la rythmie sinusale respiratoire à un enfant de 8 ans. Ça ne sert à rien. On va juste expliquer la technique. Mais quand j'ai du matériel, j'aime bien, et ça marche super bien chez un enfant de 8 ans, je dis voilà, je te branche l'applicateur à l'oreille, on va regarder ce qui se passe. Je pense à la dernière fois où tu n'as pas été content, et puis tout de suite, c'est comme un orage. Regarde, c'est comme un orage, il y a des vagues, il y a du vent et tout ça. Maintenant, on va respirer, on va souffler sur les vagues tous les deux. En 20 secondes, on a des belles vagues. Et c'est-à-dire, on va lui montrer, quand tu es totalement perturbé, bouleversé par quelque chose, tu peux, avec ta respiration, calmer ces vagues. Donc j'aime bien cette comparaison, cette métaphore par rapport aux vagues, ils comprennent très très bien. Mais on n'a pas besoin de matériel pour le faire. Donc, nous avons mis en place, chez l'enfant, dans les écoles ici, déjà l'engagement des professeurs, et déjà depuis 3 semaines, je pense, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire. On a commencé lundi à faire des formations dans 3 écoles. Et donc on leur a demandé pendant 3 semaines de remplir les mêmes questionnaires, qui savaient qu'ils allaient faire quelque chose, mais ne savaient pas officiellement quoi. Et puis on leur demandait de ne rien changer de leurs habitudes. Donc s'ils avaient vu mon nom quelque part, ils n'avaient pas cherché comment ça allait. Donc ils se sont tous engagés à ne rien changer. Donc ils ont fait un genre d'étalonnage pour avoir le niveau de stress perçu, pour avoir on a tout un ensemble d'items de questionnaires validés officiels. Et donc jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cette semaine, ils les ont remplis en début, en fin de semaine, pour qu'on ait une base. Et là, à partir de là maintenant, ils vont commencer à pratiquer eux-mêmes. Et à chaque arrivée en classe, et avant de partir à la cantine, ça va être un guidage de 12 à 15 respirations en fonction de l'âge, collectif. Et les enfants, on va leur demander soit de suivre le guide respiratoire, et le plus simple qu'on va leur demander de faire, c'est de faire le papillon. Alors on dit un gros mensonge d'enfant, il ne faut pas qu'il écoute. Les papillons, ça respire avec les ailes. Attendez, le Père Noël, il est passé. Donc les enfants, ça respire avec les papillons, ça respire avec les ailes. Donc on va faire, et quand ils se posent sur une fleur, ils continuent à respirer. Donc on va faire un papillon avec les mains. Et puis on va tous faire respirer nos papillons en même temps. Alors l'enseignant respire comme ça, il fait respirer son papillon. Ça devient un guide respiratoire imagé pour les jeunes enfants. Cet exercice a baissé l'absentéisme des professeurs en Hollande. 20%. Oui, alors le plus simple c'est de mettre la main d'abord et croiser, parce que sinon vous allez avoir, c'est assez difficile. On met la main, on fait un papillon. Mais il n'y a pas que le papillon. Ah, pas encore le papillon, ça fait 4 ans qu'on le fait dans les maternelles à Sherbrooke. Oh non, pas le papillon, mais on va faire l'aigle. On va faire l'éléphant. Et les enfants ont créé toute une ménagerie. Tous ces ouvertures, fermetures, 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire, l'accordéon. Et on leur demande d'inventer il y a le volcan. Il y a le geyser. Et donc, on les implique dans l'invention d'une ménagerie. 12 respirations, 2 minutes suffit largement. Et le professeur va faire ça en entrant le matin, en rentrant de la récréation chaque fois qu'il y a une agitation, avant d'aller à la cantine, et ça on nous l'a suggéré aujourd'hui, parce qu'il paraît que la cantine c'est infernal au niveau du bruit, et après en revenant. Donc les professeurs vont faire 12 minutes déjà de cohérence cardiaque par jour, et c'est l'éducation nationale qui va payer pour leur pratique. Donc c'est quand même intéressant. Ils vont respirer les enfants, et ça va leur bénéficier à eux aussi. Donc on leur demande une pratique le matin, et 3 ou 4 pratiques avec les enfants à l'école, et le soir. Donc c'est quand même assez simple. Donc je voulais finir, et c'est quand même du temps pour les questions. J'aurais eu beaucoup d'autres choses à vous dire, mais la base,
c'est ce qui est arrivé à la fin. 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Ça vaut vraiment la peine de le mettre en place. C'est ce que nous faisons dans l'hypertension et les premiers résultats sont très favorables. Pendant 4 ans, on l'a fait à Montréal dans une clinique, mais ce n'était pas officialisé. Donc on a juste les dires des médecins. Il y avait 5 médecins dans une clinique qui traitaient justement l'hypertension et le diabète. On a mis tous les patients à la cohérence cardiaque. Les médecins qui traitaient l'hypertension ont vu qu'ils ont pu baisser les traitements des hypertendus, baisser les injections d'insuline, rien qu'avec 3 respirations par jour, 6 fois par minute pendant 5 minutes. Ben, je pense que je vais respecter mon contrat. Bon, plaisir d'être là.